Alors, bienvenue à vous tous et vraiment, nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est moi-même, Annika de Happy at Work, Céline de Conscience 21 et Nathalie et Germila de IFAGE. Vous allez le rencontrer d'ici peu. Et donc, nous allons consacrer une heure au sujet si important de santé mentale et de bien-être en entreprise. Et nous savons tous l'importance d'un bon équilibre psychique et son impact sur notre bien-être, sur nos relations, sur nos performances. Et le problème de santé mentale est un enjeu majeur pour chaque entreprise et les répercussions, si on ne sait pas le gérer, sont et peuvent être énormes. Donc, durant ce webinaire, nous allons voir justement quels sont les enjeux et surtout aussi quelles sont les clés pour commencer à gérer cette question de santé mentale et aussi comment on peut commencer à implémenter une stratégie de bien-être au travail. Nous allons partager nos expériences et puis nous allons également vous présenter la toute nouvelle formation que nous avons créée donc ensemble avec Dr Guérin et avec IFAGE, avec lequel on travaille depuis quelques années. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Happy at Work, quelques mots sur pourquoi on a créé cette formation et pourquoi on est là aujourd'hui. Donc déjà, Happy at Work, euh, depuis 2008, nous sommes donc avec l'équipe et moi-même, donc nous accompagnons des personnes en burn-out. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'OCAS, avec l'AI, et nous avons depuis 16 ans accompagné des centaines et des centaines de personnes en burn-out. Nous avons vu à tel point c'est compliqué de revenir au travail et aussi de peu de soutien qu'il y a en entreprise concrètement quand on a ce genre de problème. Nous intervenons également dans les entreprises, dans les équipes, pour développer, améliorer la qualité de vie au travail. Et en 2019, nous avons créé cette formation que nous avons appelée Chief Happiness Officer, qui n'est ni plus ni moins une formation pour savoir, pour apprendre à manager le bien-être en travail d'une manière professionnelle. Donc, avec Céline, Dr. Guérin, que vous allez voir dans quelques instants, nous constatons que depuis le Covid, donc la santé mentale se dégrade de plus en plus. Et avec donc toutes les entreprises et les managers avec lesquels on travaille, ils sont très souvent démunis en face de ce problème, en fait. Donc, ils ne savent pas comment forcément le gérer. Et je vais vous partager quelques chiffres pour commencer. Quelques chiffres qui sont importants de savoir et qui donnent aussi du sens de pourquoi euh, on a créé cette formation de santé mentale et de bien-être dans les organisations. Donc, on parle aujourd'hui vraiment des enjeux importants et aussi des risques humains. Donc ici, quelques données sur comment les employés se sentent aujourd'hui. Donc on voit ici que 3 collaborateurs sur 5 dans le monde disent que le travail a un impact direct sur leur santé mentale. En fait, c'est vraiment la chose qui a le plus d'impact euh, parmi donc, la famille, le manager, etc. Donc c'est parmi la famille des problèmes dans la vie en général, etc. Le travail est très important au niveau de comment on se sent en fait. 30% des personnes actives en Suisse se sentent émotionnellement épuisées et donc cet chiffre a augmenté ces dernières années. Et en Suisse, une personne sur deux, ça veut dire la moitié entre nous ici, va dans la vie avoir un problème de santé mentale. Donc là déjà, c'est intéressant à se poser cette question de, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, pour faire de la prévention parce que c'est quelque chose qui donc, se développe de plus en plus. C'est ça, c'est la plus grande raison pour laquelle on a développé cette formation, qu'on a fait donc évoluer déjà la formation existante avec Dr. Guérin et IFAGE. Et je voudrais, pour commencer, laisser la parole à Nathalie Dargam de IFAGE, qui est responsable de tout le pôle de formation en ressources humaines au sein de l'IFAGE. Nathalie, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Et je vous laisse vous présenter et puis peut-être dire quelques mots sur
pourquoi IFAGE, vous vous êtes rentré dans cette direction et pourquoi c'est important pour vous? Très bien. Merci Annika, merci pour cette belle intro. Bienvenue à tout le monde. Je suis Nathalie Dargam, je suis responsable des formations ressources humaines au sein de l'IFAGE depuis 2018 et je me réjouis aujourd'hui de vous parler un peu du pourquoi, du comment de ce partenariat avec Annika et Happy at Work et d'où cette idée est venue. Donc, je me rappelle quand Yarmila, l'année dernière, m'a contactée pour me dire qu'elle a rencontré Annika, qu'elle a fait la formation Happy at Work et comment ça a été vraiment une formation qui lui a beaucoup apporté. J'ai été très enthousiaste à l'idée parce qu'aujourd'hui à l'IFAGE, moi je gère des formations qui préparent à l'examen fédéral du certificat, du brevet et du diplôme RH. Et puis, j'ai vu une grande opportunité dans cette proposition, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une fois les étudiants viennent faire cette formation chez nous, que ce soit le certif ou le brevet, ils sont très focalisés sur les examens. Et puis, ils ont une toute petite formation en gestion de santé, mais qui reste quand même limitée par rapport à ce qu'ils peuvent faire, aux outils, par rapport à la méthode, à la mise en place des processus, etc. Et puis, je vois à quel degré aujourd'hui les RH, quand ils viennent se former chez nous et qu'on parle et qu'on aborde cette question de gestion de santé et gestion des conflits, on voit à quel degré aujourd'hui ils ne sont pas encore formés pour faire face à toutes ces problématiques-là. Donc, et c'est pour cette raison que j'étais hyper enthousiaste à l'idée de la proposition de Armila, de Annika. Et puis aujourd'hui, je travaille aussi pour nourrir mes catalogues de formation à l'IFAGE et je vois que sur le marché de la formation aujourd'hui, le marché est sec. Et puis, il y a très peu de formations qui sont ciblées professionnelles RH et formations sur le bien-être. Et d'où cette importance de ce partenariat. Et je remercie Armila, je remercie Annika pour nous avoir vraiment rendu cette opportunité de partenariat possible. Et puis, certainement, je me réjouis de cette belle collaboration. Merci, Annika. Merci beaucoup, Nathalie. Mille merci. Et donc, Merci. toute cette formation est également avec une collaboration étroite avec Dr. Guérin, avec laquelle je collabore déjà depuis quelques années, parce que Céline, tu interviens déjà dans les formations existantes autour de sciences du bonheur, hein. Je vais te laisser la parole, Céline, pour te présenter et pour rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est la santé mentale. Merci. Merci, bonjour à tous. Alors oui, Céline Guérin, voilà, je suis docteur en neurosciences, mais ça fait 15 ans maintenant que je travaille dans l'accompagnement individuel. Je suis spécialisée notamment dans la gestion des émotions et du stress. Et je suis aussi formatrice en psychotraumatologie. Donc c'est un mot qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, mais c'est un domaine qui nous permet de comprendre en fait les composantes biologiques qui influencent nos émotions et notre mindset, notre état d'esprit. Et ces dernières années, j'ai développé particulièrement une expertise avec des personnes à haut potentiel intellectuel et ou hypersensibles. Et je les accompagne notamment dans le burn-out, la prévention, la récupération du burn-out, parce que c'est souvent des personnes qui sont assez sujettes aux problèmes d'épuisement professionnel. Donc, je collabore avec Annika et avec Happy at Work depuis 2019 et j'interviens donc régulièrement dans les formations de Chief Happiness Officer où je parle de la science du bonheur, donc de comment finalement biologiquement on comprend le bonheur, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui se passe quand on est heureux et puis qu'est-ce qui impacte notre niveau de bonheur et notamment on parle beaucoup du stress. On en parlera un petit peu aujourd'hui. Et puis, dans nos échanges avec Annika, en fait, on a pris conscience que, oui, le bonheur, c'est indispensable, c'est essentiel au travail et c'est essentiel à mettre en place dans les organisations, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus et il faut aussi mettre l'accent sur la santé mentale et avoir
des outils pour pouvoir prévenir et maintenir une bonne santé mentale au travail. En effet, moi, personnellement, dans mes consultations, j'ai vu une augmentation du nombre de consultations pour des motifs de dépression ou de burn-out ou d'angoisse. Et il y a une étude qui confirme en fait ces chiffres au niveau mondial, une étude de l'OMS et de l'Organisation internationale du travail, qui montre qu'il y a une augmentation de 25% en fait de l'anxiété générale et de la dépression dans le monde. Donc d'où la nécessité de mettre en place ce type de formation. Et et ça correspond tout à fait aux recommandations de l'OMS actuelle, dans un des derniers rapports, où l'OMS demande de vraiment pouvoir prévenir l'exposition aux risques psychosociaux, de pouvoir protéger et promouvoir la santé mentale et le bien-être au travail, et de soutenir également des personnes qui auraient déjà des problèmes de santé mentale afin qu'elles puissent vraiment participer au monde du travail et s'épanouir dans le travail. Donc peut-être en effet, on va démarrer par la définition de la santé mentale, définition de l'OMS, selon laquelle la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, il y a deux aspects finalement dans la santé mentale. Déjà, c'est le fait d'être à l'équilibre dans toutes les dimensions de la vie, la dimension de la santé et du bien-être physique, psychique, mais aussi spirituel, social, économique. Et la santé mentale, c'est pas un concept qui est fixe, mais c'est quelque chose qui est vraiment dynamique. Donc, ça va changer, ça va évoluer au sein de la vie. Et j'aime beaucoup cette représentation pour comprendre la santé mentale qui, en fait, repose sur un double continuum. C'est pas uniquement l'absence ou la présence de troubles mentaux qui va définir la santé mentale, mais c'est également on peut également mesurer la santé mentale selon une échelle du bien-être subjectif. En effet, une personne qui n'aurait pas de troubles mentaux ne va pas forcément se sentir épanouie dans sa vie. Et à l'inverse, même une personne qui pourrait avoir des troubles comme la dépression ou l'anxiété, on va voir qu'il y a vraiment une amélioration des symptômes lorsque la personne se sent bien, lorsqu'elle a un entourage relationnel et lorsqu'elle s'épanouit dans sa vie et notamment dans le monde du travail. Donc, l'idée de vous montrer, de parler un peu plus en détail de cette définition de la santé mentale, c'est de comprendre aussi que finalement l'environnement va contribuer à améliorer la santé mentale ou au contraire va pouvoir être délétère sur l'état psychologique de la personne. On va vous proposer maintenant un petit sondage pour voir, vous, quelle est votre expérience personnelle en termes de santé mentale. Donc, vous pouvez, avec votre téléphone, cliquer sur le QR code ou bien aller simplement sur le site menti.com avec le code qui est ici à l'écran. Et qui est dans le chat également, normalement. Voilà. Et il y a quelques questions auxquelles vous pouvez simplement répondre. C'est anonyme, hein, mais ça nous permet comme ça de voir un petit peu, vous, quelle est votre expérience en termes de santé mentale, d'avoir une idée en direct des expériences de chacun et puis voir que probablement ça concerne beaucoup de monde. Donc, je vous redonne ces questions. C'est qui a déjà vécu une période de dépression? Est-ce que vous avez déjà vécu une période de dépression? Donc, pour la question 1. Et puis, vous pouvez choisir en fonction de la réponse qui est valable pour vous. 2, est-ce que vous avez déjà vécu un burn-out? 3, est-ce que vous avez déjà rencontré une problématique relationnelle dans le monde du travail? Ou 4, est-ce qu'un problème personnel a déjà pu impacter votre travail? Et le 5, vous pouvez choisir si vous avez au moins 2 des points précédents. Et enfin, en 6, aucun problème de santé mentale au cours de votre vie, si vous n'avez jamais rencontré de problème de cet ordre. Donc, les deux plus principales, donc où vous savez voter, où vous savez exprimer. Donc, il y a surmenage et épuisement professionnel, burn-out, 6 personnes pressantes. On est à peu près 22, si j'ai bien compris. Maintenant, il y a 7. Il y a 7 personnes également qui ont vécu un problème relationnel au travail. 8 maintenant qui ont fait donc cette surmenage épuisement. 6 une épisode de dépression. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que 2 personnes, ils sont vécu au moins 2 points qui sont évoqués dans la liste. 4 personnes qui ont des problèmes personnels.
et 3 qui n'ont jamais eu de problème de santé mentale. Une Ok. expérience. Donc, on est passé. Je dis, on aurait presque pu rajouter une question en demandant est-ce que vous avez connu quelqu'un dans votre entourage professionnel ou personnel qui a déjà rencontré un problème de santé mentale? Et là, je pense que ça pourrait toucher tout le monde. Pour les personnes qui sont donc eu des soucis, qui ont vécu quelque chose, est-ce que vous vous êtes senti soutenu dans votre entreprise? Oui ou non? Ça, c'est une question également qui nous intéresse particulièrement, bien sûr. On est parti à égalité, mais là, ça y est, on a le double de non par rapport au nombre de oui. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu dans votre entreprise? Voilà, on voit la nécessité vraiment de mettre en place quand même des mesures pour ça, pour sensibiliser et aussi pour déstigmatiser en fait les problématiques de santé mentale au travail, parce que c'est encore des choses où on peut avoir du mal à le partager et ça peut être mal compris. Mm. Justement parce que souvent la santé mentale est associée à un trouble mental, mais comme je vous l'ai montré dans le modèle du double continuum, c'est pas forcément en fait. Mm. Il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Alors, on peut voir encore quelques chiffres pour voir qu'en effet, la santé mentale, ça concerne tout le monde, parce que si 60% à peu près de la population travaille, on a 1 milliard de personnes aujourd'hui qui vivent avec un trouble mental, avec principalement les troubles anxieux, la dépression et aussi les suicides. Et au total, ça représente 15% des adultes en âge de travailler. C'est énorme. Donc ça, c'est les chiffres en plus de 2019. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2019, depuis le Covid-21, depuis le Covid-19, le nombre a encore augmenté. Et tout cela, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, la perte est évaluée à 12 milliards de journées de travail qui sont perdues chaque année à cause de la dépression et de l'anxiété. Et ça coûte énormément à l'économie mondiale. On chiffre ce coût économique à près de 1000 milliards de dollars. Et je te laisse reprendre sur les coûts, Annika. Donc, il y a beaucoup d'enjeux et on va continuer sur ces chiffres. C'est important que vous ayez les faits et les données parce que pour pouvoir influencer votre environnement au travail, c'est important qu'ils comprennent ces enjeux-là. Donc, les coûts de la santé mentale, donc on a choisi de partager 2 données avec vous. Selon donc l'OFS, on parle de 20 milliards francs suisses par an, le coût de maladie mentale. Donc, c'est des coûts directs et aussi des coûts indirects. Et puis, World Economic Forum nous parle d'ici 2030, il parle de 16 milliards de US dollars. Donc, ça veut dire que c'est en increasing curve, très inquiétant. Donc, il est vraiment temps de agir et de savoir agir comment. Et justement, le nerf de la guerre, hein, c'est quand même d'être très vigilant et de diminuer tout ce qui est facteur de risque pour le bien-être et pour la santé mentale au travail. Donc, la plupart d'entre vous, vous connaissez ces risques, mais on va quand même le partager ici parce qu'on parle de 6 catégories de facteurs de risque. Et bien sûr qu'il y a l'intensité et le temps de travail. Il y a cette exigence émotionnelle et qu'on voit aussi sur le terrain qu'il est très difficilement manageable aujourd'hui parce que tout est incertain, ça va très vite, le rythme vraiment augmente. Souvent, il y a un manque d'autonomie, je vais y arriver. Et puis tout ce qui est des rapports sociaux, donc des conflits relationnels, des problèmes, des conflits en général, en fait, entre managers et entre collègues, etc., les conflits de valeurs également, et l'insécurité de la situation de travail. Et cette insécurité, en fait, dans le monde également, qu'on peut voir un peu, qui va créer encore plus de l'anxiété et ça va rendre les choses difficilement gérables, encore plus. Alors, comprenons, c'est quoi l'impact de ces facteurs de risque en fait sur la personne. En plus de son désengagement, du risque qu'elle quitte l'entreprise, l'impact il est vraiment en termes de stress. Alors on connaît bien le stress, on en entend parler un petit peu partout, mais je tiens déjà à préciser un petit peu la différence entre le stress qui à la base est une réponse physiologique, c'est-à-dire on a besoin de ce stress en fait pour se mettre en route, pour agir, pour réfléchir et pour mener tous les projets qu'on a à mener dans notre journée.
qui est médiée donc par l'adrénaline, par aussi une production qui aboutit à une production de cortisol, mais dans une mesure physiologique. Disons, c'est ce qu'on appelle le stress physiologique, est une réponse tout à fait normale. Le problème, c'est quand ce stress s'accumule et quand le corps n'arrive plus à se reposer, n'arrive plus à se régénérer, n'arrive plus à passer donc dans ce qu'on appelle la vagotonie, qui est le pendant du système d'accélération en fait. C'est un peu notre frein interne. Et le problème, c'est qu'avec toutes ces sollicitations extérieures, aujourd'hui, on a vraiment un stress qui s'accumule et qui ne redescend plus. Et qu'est-ce que ça va impacter? Ça va impacter notamment la production de ce qu'on appelle les hormones du bonheur, donc la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Et tout ça, ça va avoir un impact sur tout un tas de fonctions internes. Ça peut générer de l'anxiété, de la dépression, du burn-out, ça on en a parlé, mais ça va aussi impacter en fait le fonctionnement de notre corps au niveau physiologique, puisque ce système neurovégétatif, comme rapidement, je vous ai parlé de ce système qui permet d'accélérer ou de freiner, eh bien, quand il se dérègle et quand on est toujours sur la pédale d'accélération, eh bien, on va affaiblir notre système immunitaire parce qu'il est aussi directement relié à ce système neurovégétatif. Et on voit une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire et même une augmentation du risque suicidaire. Donc, ce stress, en effet, on sait aujourd'hui qu'il est extrêmement délétère et qu'il faut vraiment apprendre à le gérer. Voilà. Donc, dans le travail, dans le milieu du travail, en fait, pour les managers, pour les responsables RH, c'est important de pouvoir, de savoir reconnaître en fait les signaux d'alerte d'une personne qui est stressée et qui a tous ces risques au niveau physique et psychologique. Et là, je distingue deux types de signaux d'alerte. Il y a ceux qui sont observables, donc bon, bah, c'est le plus facile à apprendre à reconnaître. Il peut se matérialiser, se manifester sous forme de conflits, de personnes qui vont soit être très volubiles, soit au contraire d'autres qui vont s'isoler socialement. On va aussi pouvoir le voir au niveau des absences répétées, de maladies, de la personne qui se désengage du travail. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut vraiment voir de manière assez facile. Encore faut-il mettre son attention dessus. Mais ensuite, il y a aussi tout ce que la personne peut vivre à un niveau professionnel ou personnel qui implique des changements, parce que finalement, le stress, c'est la réponse du corps à tous ces changements pour garder une situation d'équilibre. Donc, si on sait que la personne, elle a un changement de poste, un changement de collègue, de hiérarchie, etc., ou qu'elle a des problèmes personnels ou des changements personnels comme la naissance, une séparation ou une maladie d'un proche ou de soi-même, bah, tout ça, c'est des facteurs vraiment auxquels il va falloir être très attentif pour soutenir la personne et pouvoir l'aider à maintenir une bonne santé mentale et l'accompagner dans ce qu'elle est en train de vivre. Voilà, je pourrais citer aussi la consommation de substances ou l'existence d'une pathologie mentale avérée qui va demander un accompagnement particulier. Mais de l'autre côté, il y a aussi tous les signaux d'alerte internes où là, ça va demander vraiment un travail un peu plus en profondeur pour aller être capable de les déceler, pour faire parler la personne et avoir les outils qu'il faut pour pouvoir évoluer ces signaux internes et comment la personne se sent au niveau de sa concentration, de sa fatigue, des douleurs, etc., ou même de ses idées noires. Donc là, c'est important de pouvoir venir ouvrir le dialogue et d'évaluer ces signaux d'alerte qui sont un peu plus difficiles à déceler. On peut avancer. Ok, donc concrètement, en tant que RH, manager, comment est-ce que vous pouvez intervenir? Donc, il y a 4 étapes pour pouvoir gérer ces signaux d'alerte. Tout d'abord, ça va être d'être capable d'observer, de noter ces changements. Donc, encore faut-il les connaître pour pouvoir les observer et savoir qu'est-ce qui est important de noter. Et ensuite, de savoir initier une conversation bienveillante avec l'employé, ou pouvoir ouvrir le dialogue dans un climat de confiance. Peut-être quelque chose d'informel dans un premier temps, mais ensuite quelque chose dans lequel on va pouvoir aller évaluer ces signaux d'alerte discrets, beaucoup plus discrets et internes. Enfin, c'est important de pouvoir encourager donc les travailleurs à demander de l'aide quand ils sont en situation de détresse psychologique. Et la dernière étape, c'est de pouvoir mettre en place et de gérer des interventions de soutien à la santé mentale, tout en maintenant une bonne performance au travail. Donc, ça implique un suivi, un accompagnement, des mesures adaptatives, par exemple, de réajuster peut-être le temps de travail ou la manière de travailler,
et aussi de faire appel à des ressources externes quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, Céline. Donc là, on est ce qu'on pourra appeler dans un plan de prévention et de gestion de santé mentale, on est dans euh, tout ce qui est action secondaire. Ça veut dire que quand il y a des problèmes, vraiment, on va agir euh, d'une manière très constructive et soutenant avec beaucoup de respect, bien sûr. Et bien sûr qu'on pourrait dire que le but, c'est de réduire tous les facteurs de risque que nous avons vus tout à l'heure. C'est vraiment de réduire un maximum ces 6 facteurs de risque et aussi de développer et de utiliser les leviers, les vrais leviers du bien-être au travail pour pouvoir développer cette qualité de vie au travail qui va bien sûr diminuer également les soucis et qui va aussi bâtir autre chose, une culture de feedback, bienveillance et une performance durable. On va y revenir. Mais ce que nous constatons souvent, c'est que les entreprises, ils vont se focaliser sur des événements, et des choses qui ne sont pas forcément des vrais leviers du bien-être au travail. Donc, nous avons choisi de partager avec vous, selon donc, des études d'une certaine Danielle Kahneman, qui a gagné le prix Nobel d'ailleurs, sur cette recherche sur qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie et au travail en particulier. Donc, on parle des 3 R au sein de la méthodologie des 3 R au sein de Happy at Work. Donc, on parle de relations, on parle de résultats et on parle de résilience. Donc, rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette méthodologie de Happy at Work, de quoi on parle? Ben, tout simplement, au niveau de première ère de relation, il y a tous ces facteurs de partage, de soutien, de l'écoute. On sait très bien qu'une personne, une employée qui a une bonne amie et qui a un bon soutien va pouvoir traverser des obstacles et gérer le stress, le problème d'une manière beaucoup plus fluide. Il y a également la reconnaissance. Donc, c'est pour ça que je parlais de feedback qui est tellement important. Nous sommes aujourd'hui dans une société où on peut communiquer de toutes les façons possibles et encore, on entend, nous n'avons pas assez de reconnaissance. On ne sait pas euh, le retour de notre travail. Quel dommage. Il y a aussi cette question de confiance qui est si importante et surtout aujourd'hui quand on vit dans ce monde d'incertitude, cette confiance ou cette sécurité psychologique, comme on peut aussi la nommer, joue un rôle important, essentiel dans la qualité de vie au travail. Donc tous ces 4 facteurs viennent sous le premier R, relation. Et franchement, ça ne coûte pas, il n'y a pas un besoin de budget important pour pouvoir cultiver ces 4 éléments. Ça coûte du temps. Au niveau de résultats, on a 4 autres éléments. Et ici, on parle tout d'abord de est-ce que je suis connectée avec un impact positif de ce que je fais de mes journées? Est-ce que je peux voir le résultat tangible de ce que je fais? Est-ce que j'ai le cadre d'autonomie clairement défini? Est-ce que je comprends ce qui est attendu de moi? Est-ce que ça correspond à mes besoins au niveau de cette zone d'autonomie? Le plus on utilise nos talents, ben, le plus happy, le plus heureux nous sommes. Et ça, c'est un levier qui est sous-utilisé aujourd'hui dans les équipes, clairement. Et puis, bien sûr, nous avons besoin de ressources, de bonnes ressources pour pouvoir faire ce qui est nous c'est demandé de faire. Donc, voilà les 4 points qui rentrent sous le deuxième R résultat. Et bien sûr, vous connaissez tous l'importance de résilience. Un petit rappel de ce que ça veut dire et on va commencer dans le dernier, l'équilibre physique ici, ou le premier plutôt, parce que c'est notre corps au travail. Comment on prend soin de notre corps au travail? Comment je dors? Qu'est-ce que je fais comme activité? Qu'est-ce que je mange, etc. C'est super important, évidemment. Ensuite, on parle dans la résilience de capacité émotionnelle, ma capacité à gérer moi-même, mon stress, etc., mais aussi ma capacité à gérer les autres, mon environnement. Et on sait très bien que tout est contagieux dans une open space, dans une entreprise. Cet état d'esprit des uns et des autres est très contagieux.
La capacité mentale, c'est en gros notre capacité à rester focalisé. Et cette capacité, avec aussi le rythme et toutes les interruptions que nous savons, ben, elle diminue de plus en plus avec les années. Et puis, pour finir avec le sens, le fameux pourquoi, le why, le plus on est connecté avec ce sens, ce purpose, le why, ben, le plus heureux nous sommes. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus cherché, recherché par les jeunes générations également. On entend tous les jours, je ne vois plus le sens dans ce que je fais. Donc, ces ingrédients, ces 12 leviers, ces 3 R vont emmener du bien-être au travail, qui va à son côté donc drive le engagement level, cette énergie de vivement lundi de temps en temps et pas seulement vivement vendredi après-midi. Et tout ça va emmener une performance durable sur le plan individuel, mais également organisationnel. Et ça va améliorer et faire la prévention au niveau de troubles liés à la santé mentale. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'inviter les RH, les managers à se concentrer autour de ces 3 leviers, parce que c'est là où ils vont vraiment avoir un bénéfice le plus important et le plus longue durée surtout. Et après, au niveau de comment on met ça en musique dans les entreprises, ben, il est très important de comprendre qu'il y a de différents plans, de différents niveaux de prévention. Donc, tout ce que je viens de dire avec les 3 R, par exemple, ça va toucher ce qu'on appelle le plan primaire, hein, les actions primaires qui vont avoir un impact sur le bien-être. Donc, on va effectivement cultiver la sécurité psychologique, cultiver des relations de qualité. On va, par exemple, former le manager pour vraiment comprendre les enjeux et avoir une boîte à outils, une savoir-être aussi de comment je vais gérer ce genre de problème. Etc., etc., parce qu'il y a plein d'actions, bien sûr, à mettre en place. Et puis, il y a les actions, donc le niveau secondaire, au niveau de, il faut qu'on agisse d'une manière très constructive et bienveillante pour des personnes qui sont dans le rouge, ce qu'on appelle en interne happy at work. Donc, c'est ce que Céline a décrit, quelle est cette approche, quels sont les signaux que je vais détecter et comment je vais m'y prendre pour m'approcher d'une manière très respectueuse, non intrusive, d'un collègue qui montre justement ces signaux. Et soutenir cette personne également et savoir le gérer en interne. Soutenir aussi le manager dans l'équipe s'il y a des personnes en absence, etc. Tout ça, c'est des actions sur le plan secondaire. Et on parle également, et dans notre formation, on travaille aussi sur le plan tertiaire. Ça veut dire, par exemple, comment gérer les retours d'une absence de longue durée. Comment gérer aussi les relations de parties prenantes en interne. Comment suivre et accompagner régulièrement quelqu'un qui est de retour, qui ont de différents soucis, et communiquer en interne et en externe, un ongoing communication en fait, pour pouvoir cultiver tout ça au quotidien. Voilà les 3 plans qui sont extrêmement importants. Et je vais faire une petite halte de mon partage là pour vous voir un peu plus, pour également demander à Jarmila de dire quelques mots parce que, comme Nathalie a dit tout à l'heure, c'est tellement important. Donc, comment on met ça en musique, comment on implémente et comment on entretient, comment on suit toutes ces actions qu'on met en place. Et Jarmila, donc tu as effectivement suivi la formation de management du bien-être au travail il y a quelques années et je sais que vous avez commencé à mettre des choses en place. Je adorerais t'entendre, ton témoignage et aussi avec la casquette de DRH de IFAGE. Comment tu vois tout ça? Alors, merci Annika. Bonjour tout le monde. Donc, moi-même, je suis Yarmila Castelli, je suis la directrice RH au sein de l'IFAGE. Et avant ça, je m'occupais aussi de la formation RH. Donc, on va dire que tout ce qui est la thématique des ressources humaines, voilà, c'est quelque chose qui est un peu mon b.a.-ba. Et puis, effectivement, comme elle a dit Annika, donc j'ai suivi la formation. Et puis, il faut savoir qu'avant tout, on a un cadre légal qui existe en Suisse
et qui nous oblige en tant que ressources humaines, en tant qu'employeurs, de nous occuper aussi de la santé de la part de nos collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un cadre grâce à la LTR, Code des obligations, donc je ne fais pas un cours de droit, mais l'objectif, c'est de savoir que effectivement, la loi suisse s'est penchée aussi sur la question de la santé au travail et sur la sécurité de nos collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sécurité. C'est plus simple de mettre en place des actions de sécurité. Mais quand on parle de santé mentale, là, on est un petit peu plus dépourvu et des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, en fait, au niveau de la formation aussi du brevet RH, on a une formation sur la santé des collaborateurs, mais qui n'est pas très poussée parce que c'est une partie des ressources humaines qui est aujourd'hui, qui jusqu'à aujourd'hui était petite. Maintenant, suite au Covid, il y a eu une ampleur de cas et de gestion de cas à gérer au sein de toutes les entreprises. Et on se rend compte que la santé mentale a pris un impact dans le milieu professionnel. Il n'y a plus cette distance que peut-être avant il y avait et qu'on se retrouve en tant qu'RH à devoir gérer des situations sur lesquelles on n'était pas préparé. Le but de cette formation, effectivement, c'est de pouvoir donner des outils à tous les RH pour pouvoir être prêts, en fait, à affronter certaines situations et de savoir comment les affronter. Aujourd'hui, je prends toujours l'exemple des psychologues. Les psychologues, ils ont de la supervision, ils ont quand même un cadre qui nous soutient, qui les soutient. Et en tant qu'RH, des fois, on se retrouve à gérer une crise d'un collaborateur ou d'une situation complexe de quelqu'un et on ne sait pas comment agir. Donc, la formation va donner des outils et puis après, nous, au sein de l'IFAGE, on a aussi mis effectivement en place, on a créé, on va dire, une équipe santé au travail parce qu'il faut savoir qu'il faut se rapprocher de collaborateurs qui ont effectivement une sensibilité sur la thématique de la santé et pouvoir les impliquer. Parce que, à dépendance de la taille de l'entreprise, ben, on va devoir avoir différentes personnes qui peuvent faire de la promotion interne, parce qu'on va rentrer sur une thématique qui est quand même liée plutôt à la prévention de la santé. Et il y en a qui n'ont juste pas du tout envie de changer. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une situation de mal-être. Et puis, notre rôle, c'est, on va dire, d'être un espèce de miroir de la part des collaborateurs pour leur donner des outils pour qu'ils puissent s'occuper de leur santé, non seulement parce que ça va leur faire du bien dans leur vie globale, mais en plus, ça va nous faire du bien en tant qu'employeur, parce que bien évidemment, si on a des collaborateurs qui sont engagés, des collaborateurs qui sont sains et qui ont envie de se lever le matin pour venir au travail, bah, on aura un résultat derrière qui sera nettement meilleur. Maintenant, il y a toujours deux discussions. La discussion qu'on va voir avec la direction générale pour promouvoir des actions de santé, pour avoir un budget en lien avec la santé. Et puis de l'autre côté, donc là, il y aura des arguments plutôt financiers. On sait que si on se rapproche de l'assurance perte de gain, on peut avoir aussi des résultats pour savoir combien ça nous coûte en tant qu'employeur la santé au sein de notre propre entreprise. Mais après, de l'autre côté, on doit faire de la promotion au sein des collaborateurs et ouvrir une autre ouverture de communication que des fois, ils ne sont pas habitués à avoir. Donc, nous, on a créé cette équipe santé. J'ai réussi à avoir un budget qui n'est pas extravagant, mais un budget, en tout cas, au sein de l'IFAGE pour pouvoir mettre en place des actions. C'est la première année, hein, on l'a mis en place en octobre l'année dernière. Cette année, on est plus dans des ateliers de prise de conscience, un atelier sur la santé, un atelier sur la gestion du stress, on fait des activités aussi sportives. Voilà, on essaye de toucher aussi un public différent et puis de mettre en place vraiment une politique de santé en interne avec des outils concrets. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a, je pense, en tant qu'RH aujourd'hui besoin, c'est ces outils que la formation va donner, qui va nous permettre de mieux aussi argumenter auprès de la direction générale qu'on doit aller et de mieux former, parce que bien évidemment, on doit former les cadres, parce que si on n'a pas les cadres avec nous, on peut faire tous les jolis entretiens au RH, écouter tous les malheurs de l'entreprise, mais si derrière on fait rien et puis que derrière on ne peut pas mettre en place des choses, et on n'a pas des cadres qui vont nous suivre dans une stratégie qui doit être globale de l'entreprise, ça va être compliqué. Donc, ça, c'est un peu les choses sur lesquelles on peut travailler. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, et ça, je le vois aussi dans les cours, hein, je donne le cours sur la santé au niveau du brevet ressources humaines, les gens, ils ont envie d'avoir plus d'outils.
plus d'informations pour mettre en place des choses en entreprise. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je suis allée vers Nathalie Dargam et puis qu'on a discuté de cette possibilité d'avoir une formation ad hoc sur la santé mentale, parce qu'aujourd'hui, les RH, je pense vraiment qu'ils ont besoin de ça et les entreprises aussi. Donc voilà un petit peu ce que nous on a fait et ma vision aussi de la santé dans le rôle vraiment des RH. Mille merci, Jarmila. Merci beaucoup. Et justement, pour pouvoir convaincre les dirigeants, les managers, et pour montrer qu'il y a un réel retour sur investissement, quand on commence à se focaliser sur la question de santé et de bien-être au travail, c'est important aussi de pouvoir utiliser des vrais chiffres, des réels, donc des faits, pour démontrer certaines choses. Et voilà pourquoi je voulais partager avec vous certains de ces chiffres. Alors, il faut savoir, donc, on a estimé qu'un investissement donc, de 1 US dollar va générer 4 US dollars gagnés. Donc, ça veut dire que quand on investit dans le traitement de la dépression, de l'anxiété, etc., il va avoir une meilleure santé et de productivité. Au niveau de la Suisse, ça c'est intéressant de dire simplement que il y a Proment Sana qui a fait cette même calcul et qui a dit c'est entre 2 à 4 francs. Donc, sur un franc investi, il y a entre 2 et 4 francs de retour sur investissement au niveau de productivité, etc. L'Institut de médecine sociale et préventive à Zurich montre que les programmes de promotion de santé mentale en entreprise va réduire les coûts liés à l'absentéisme. Il parle d'entre 10 et 36%. Et une autre étude de Suva ici parle de réduire l'absentéisme et augmenter la productivité de 20%. Donc, ça varie un petit peu en fonction de qui fait l'étude, sur quel échantillon, etc. Mais les chiffres parlent quand même pour eux-mêmes ou elles-mêmes en bon français peut-être, mais c'est important que vous puissiez utiliser ces chiffres parce que c'est bien sûr essentiel de pouvoir mesurer plein de choses. Attendez, je suis allée trop vite dans mon partage parce que ce qui sera intéressant de savoir parmi le groupe qui est là aujourd'hui, c'est la question suivante. Donc, prenez vos téléphones, s'il vous plaît, de nouveau et allez sur menti.com avec soit le code qui va être dans le chat ou le QR code ici. En fait, ce qui nous intéresse de savoir, c'est au sein de votre entreprise, où est-ce que vous en êtes au niveau d'un projet de santé mentale ou de bien-être au travail. Je vais simplement arrêter ce partage et aller sur un autre. Donc, vous voyez le slide pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre le QR code et je fais Present Mode. Et vous allez pouvoir répondre ici. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà un projet implémenté en cours? Est-ce qu'il y a quelques actions? Est-ce qu'il y a une discussion, mais il n'y a rien c'est pas encore concret ou rien pour l'instant? Donc, merci de participer à cette votation. C'est toujours très intéressant de savoir un petit peu où vous en êtes. Donc là, pour le moment, 5 personnes, vous avez un projet implémenté. 4, vous savez de quelques actions. 5, maintenant quelques actions. Très bien. Quelques-unes n'a rien de envisagé pour le moment et il y a une discussion en cours sur 2. Est-ce qu'il y a encore des votants? Donc, il y a des choses qui se passent, mais sur 21 personnes, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas voté, mais c'est quand même intéressant. Il y a des choses qui se passent. Il y a 200-300, ça n'aura pas été 5-5 dans les 2 premières colonnes. C'est intéressant. Merci de votre participation pour ça. Et Céline, il est temps de parler de notre formation. Ouais. Pourquoi et comment? Est-ce que je hand over to you et
Voilà. Oui, ok. Donc cette formation, c'est une formation qu'on vous propose sur 6 jours, où 3 jours sont consacrés à la santé mentale et 3 jours sont consacrés au bien-être. Elle va démarrer dès la rentrée là, de septembre. On vous donnera les dates exactes et ce sera à Genève, à l'IFAGE. Et le but, ça va être de développer vos aptitudes humaines, managériales et stratégiques et faire de vous un acteur clé de la qualité de vie au travail pour que vous puissiez avoir cet impact positif durable au sein de votre organisation. Alors, il y a 2 axes en fait sur lesquels on va insister lors de la formation. C'est à la fois vous amener tout un tas de savoir-faire afin de comprendre un petit peu bah voilà, comment on fonctionne, comment fonctionne la santé mentale, qu'est-ce qui va la péjorer, qu'est-ce qui va l'améliorer, quels sont les signaux d'alerte. On ira un peu plus en détail dans tout ça, mais aussi comprendre bah, les profils psychologiques qui pourraient être plus sensibles, plus sujettes à des problématiques de signaux de santé mentale. On parlera de neurodiversité et aussi de gestion du burn-out, etc. Donc là, on va vous donner des outils concrets pour vraiment pouvoir comprendre, avoir le support théorique et la formation qui vous permettra de vraiment déceler les problèmes et agir rapidement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le savoir-faire, à un moment donné, ça suffit pas. Et moi, j'aime beaucoup mettre l'accent sur ce savoir-être. Parce que finalement, comment réagir face à une personne qui va pas bien? Peut-être on subodore qu'il y a des choses qui auraient besoin d'être discutées. Mais tout à l'heure, Germila nous parlait par exemple que c'est difficile de prendre conscience aussi de ses propres dysfonctionnements. Donc voilà, comment amener la personne à faire ce travail de prise de conscience, comment communiquer de manière bienveillante, quelle attitude on peut avoir et surtout bah voilà, se sentir à la fin de la formation. L'idée, c'est que vous vous sentiez prêt, outillé et capable d'avoir ce genre de discussion et d'avoir la bonne attitude avec la personne pour qu'elle puisse aussi se sentir à l'aise, en sécurité et que vous puissiez avoir une vraie communication. Donc, la partie de formation en santé mentale, en règle générale, c'est celle qu'on vous propose en premier. Tu peux mettre directement les... Voilà. Donc, on va revenir sur ces concepts de santé mentale et de santé psychologique. On ira un peu plus loin dans voilà, les différents troubles auxquels on pourrait être confronté dans le monde du travail, les facteurs de risque et les enjeux pour les individus et pour les organisations. On va vous permettre de vous familiariser avec les profils atypiques et la neurodiversité. Donc, je parlais un petit peu de haut potentiel intellectuel, de l'hypersensibilité. Souvent, c'est des profils qui sont en plus extrêmement recherchés parce que extrêmement performants, mais ce sont donc ceux qui risquent d'avoir le plus de problématiques en termes de burn-out et il faut pouvoir bien comprendre un petit peu leurs besoins et bien comprendre qu'est-ce que ça signifie la neurodiversité, comment finalement gérer ces personnes et leur apporter le mieux pour qu'ils puissent vraiment être parce que c'est des personnes extrêmement compétentes. Donc, comment faire que leur environnement leur permette de développer vraiment toutes leurs compétences. Et on reviendra sur les 3 clés qui permettent de soutenir la santé mentale au travail. Donc, comment déceler les signaux d'alerte, agir vite, développer les qualités humaines de l'accompagnement, disposer d'outils d'évaluation, de gestion du stress et des émotions. Et ensuite, prévenir et gérer le burn-out et identifier des ressources internes et externes qui pourraient vous appuyer quand vous êtes dans des cas de figure dans lesquels vous sentez que vous êtes aux limites de ce que vous pouvez amener. Donc voilà, comment trouver du soutien aussi en externe. Et on va vous aider à construire votre propre plan de prévention dans le cas de figure de votre entreprise particulière et comment donc mettre en place tout de suite des mesures pour mieux gérer la santé mentale. Et une fois, donc ça, on est plutôt sur le plan secondaire. Et une fois que tout ça c'est en place hein, et que vous avez le temps de mettre en place, ben, on revient 1 mois et demi à peu près suite à ces 3 premiers jours et on continue avec les 3 jours suivantes où on va bâtir autour de la qualité de vie au travail. On va bâtir sur
comment développer le bien-être d'une manière durable. Et dans ces 3 jours, on va bien sûr se focaliser aussi sur c'est quoi le lien entre la performance et le bien-être, nos émotions, c'est quoi la biologie du bonheur. Donc, pour comprendre bien tous ces enjeux et les liens entre. On va beaucoup parler de ces 3 R parce que c'est là le nerf de la guerre également, c'est quelle est la boîte à outils en fait autour de ces 3 R, la relation résultat-résilience pour le cultiver en individuel mais également en groupe. Donc nous partageons plein d'outils sur de différentes workshops, sur des différentes outils à mettre en place très très concrets pour avoir un impact sur ces 3 R. On va beaucoup parler aussi de mesures, des analyses, des indicateurs de suivi. Et on va bien sûr faire aussi un inventaire sur qu'est-ce qui est déjà fait, parce qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, vous savez commencer quelque chose. Donc, pour continuer à bâtir, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, on va avoir un regard sur 3 plans différents. On va regarder, bien sûr, la notion de stratégique. Quel est le bien-être au travail et la santé mentale d'une manière stratégique, mais aussi la culture d'entreprise qui est tellement important dans le sujet. Et puis, sur le plan opérationnel, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va travailler sur un plan d'implémentation sur les 3 niveaux. On va beaucoup parler de sécurité psychologique, qui est un ingrédient essentiel, et bien sûr aussi le leadership, en sachant que 70% du niveau d'engagement de quelqu'un vient de la manière qu'il est managé, donc le manager direct. La formation de manager, le line manager, c'est l'accompagnement de ces personnes pour vraiment savoir quel est mon impact et comment je peux au mieux manager mes équipes est essentiel également. Qui est responsable de quoi? Le rôle et responsabilité, c'est aussi une thématique. Et puis, bien sûr, plan d'action court et moyen terme. Donc, voilà le contenu de ces 6 jours que nous avons élaborés avec Céline et avec Nathalie et Jarmila également. Donc, le public, on s'adresse vraiment à toutes professionnels RH, des dirigeants, des managers et puis des coachs consultants qui ont besoin également de pouvoir gérer ce genre de choses en direct dans les entreprises. Une première date de formation va venir donc cet automne, en septembre et ensuite novembre. Et nous avons déjà prévu également des dates en 2025, l'année prochaine, en avril et mai. Donc, voilà les dates. Donc, c'est un lancement de formation. Et ici, aujourd'hui, nous allons vous proposer un early bird. Si vous êtes intéressé, faites-nous le savoir. Et pour toute inscription avant fin juin, on vous offre moins 10% sur le coût de la formation. Et j'aime pas quand je dis le coût de la formation parce que c'est un investissement de formation plutôt. Et comme nous avons vu, le retour sur investissement est important. Donc, c'est vraiment le message ici aussi, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos employés parce qu'il y a vraiment un gagnant-gagnant-gagnant, l'employé, l'entreprise et la société aussi en général. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à tout ce qui vous passe par la tête. C'était comment cette petite heure d'échange? Avec quoi vous partez? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui a été important pour vous? Mettez vos micros et c'est avec un énorme plaisir si vous voulez dire quelques mots, poser une question ou juste faire un petit feedback sur qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qui n'était pas clair ou qu'est-ce qui était très clair, je ne sais pas. Comment c'était pour vous? Silence. Peut-être parmi vous qui avez répondu que nous avons déjà un projet en cours, peut-être quelqu'un qui a envie de dire quel genre de projet, quel genre d'action. Et donc, il y a Ariel qui dit, Ariel, si nous avons déjà fait la formation Chief Happiness Officer, est-ce que nous pouvons juste faire les 3 premiers jours? Oui, vous allez pouvoir. On est en train de réfléchir qu'on va peut-être même carrément
prévoir, parce que vous êtes quand même 123 personnes qui ont fait la formation Chief Happiness Officer et nous avons plusieurs personnes qui ont demandé la même chose. Et je pense que nous allons carrément prévoir des dates pour vous, mais vous pouvez aussi vous inscrire aux dates que nous avons montrées, bien sûr. Mais oui, Ariel, et je vais revenir vers vous avec une mail à toute la communauté d'experts en management et bien-être au travail. Merci Aline à vous, c'était très clair, merci. Pas de micro de mon côté, dit Frédéric. Très intéressant, merci beaucoup de votre retour. Merci. Qui a des Un grand questions à nous merci. poser? Oui, Christine, un grand merci de ma part. J'ai fortement apprécié l'approche holistique, je dois dire, et l'accent sur la prévention, parce que je pense que ça, c'est le plus important actuel, et tout ce qui est concret aussi, spécifique. Donc, un grand merci à vous tous. Et pour avoir lancé cette formation, parce que je trouve personnellement que ça manque, à part toutes les formations dans l'administration RH, mais comment je peux gérer les conflits et comment je peux finalement servir aussi en tant que RH les attentes du business qui vont plus loin que l'administration, la préparation d'un contrat. Parce que je vois vraiment la gestion des conflits et la santé, on n'a pas toujours le toolkit. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup, Christine, de ce feedback. Et c'est exactement ça qu'on voit sur le terrain, en fait, dans les entreprises. Ce besoin de toolkit et de comment je me prends, en fait. Ça répond vraiment à ce besoin grandissant. Et j'ai mis le mail, hein. Quelqu'un a posé la question comment vous joindre. Oui, parce que j'ai arrêté le partage très vite. Le mail, il est dans le chat, c'est info@happyatwork.ch ou .com. Regardez dans le chat si vous souhaitez plus de renseignements, un document peut-être qui décrit le déroulement ou carrément la fiche d'inscription. Nous serons ravis de vous retrouver en septembre ou plus tard pour en parler davantage. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie de voir que la santé mentale et le bien-être au travail aussi, d'ailleurs, c'est devenu beaucoup plus politiquement correct d'en parler. Carrément, les émotions au travail, on ose en parler maintenant. Quand j'ai lancé Happy at Work en 2008, ce n'était pas le cas. Donc, vraiment, on va dans la bonne direction au niveau de prise de conscience et oser parler des choses, parce que c'est uniquement comme ça qu'on va y arriver à faire quelque chose. Donc, merci de votre intérêt, de votre participation et à votre entière disposition pour toutes vos questions. Merci Jarmila, merci Nathalie et merci Céline de faire partie de cette aventure. Prenez soin Merci de vous. Annika. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde aussi, oui. Merci, merci et à très bientôt. Excellent après-midi, au plaisir.